Bonjour Martin Hirsch. Bonjour Salomé. Bienvenue à toutes et à tous. On est très heureux de vous voir pour cette première rencontre de ce samedi du festival. Bienvenue à vous Martin Hirsch pour inaugurer cette édition placée sous le thème des révolutions. C'est en votre qualité d'écrivain, essayiste et romancier que j'ai le plaisir de vous recevoir sur cette scène du Festival Bibliotopia. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, parmi lesquels 2 romans, dont Les Solastalgiques, qui est paru en 2023 aux éditions Stock, un livre qui prend la question environnementale à bras le corps et le cerveau. La solastalgie, c'est l'autre nom de l'éco-anxiété. Avant d'entrer dans le vif du roman, je voudrais quand même donner 2-3 éléments pour qu'on comprenne que ce n'est pas tout à fait un hasard si ce sujet vous préoccupe au point d'y consacrer un livre, même si je crois que le sujet a de quoi préoccuper à peu près tout le monde aujourd'hui. Votre production romanesque, Martin Hirsch, n'est qu'un échantillon d'une vie bien remplie. La justice sociale, les questions de santé publique font partie de vos sujets de préoccupation. Vous êtes neurobiologiste de formation, normalien, énarque. Vous êtes un haut fonctionnaire français, anciennement président d'Emmaüs France et pendant 10 ans directeur général de la PHP. En français, l'assistance publique hôpitaux de Paris, un poste que vous avez notamment occupé pendant les années de pandémie. Donc les crises, ça vous connaît. L'une d'entre elles, la crise écologique, bien que vous n'utilisez jamais ce terme dans votre roman, la crise écologique pourtant est le sujet des solastalgiques. Au début du livre, un psychiatre chevronné, Serge Hauser, assiste préoccupé à une épidémie de solastalgie chez ces jeunes patients. Alors, quels sont les symptômes de ce mal? Qui touche-t-il? Je vous propose qu'on commence cette rencontre par une courte lecture où vous posez un petit peu les symptômes et les manifestations de ce mal. Je commence au vert. Ben, c'est assez intimidant parce que pour celles et ceux qui étaient là hier soir, il y a eu 4... jeunes apprentis comédiens qui ont fait une lecture magistrale et donc qui ont mis la barre très 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 haut. Et la première table ronde était la barre très très haut. Et donc vous n'étiez pas là, donc vous n'êtes pas intimidé, mais moi je suis hyper intimidé. Un programme de recherche avait été élaboré, car si on avait peu de doutes sur l'existence du syndrome, on ne savait pas trop comment le prendre en charge et comment le soigner. Certes, on pouvait utiliser l'arsenal d'antidépresseurs, mais cela ne marchait pas sur tous. Serge Hauser avait donné le mot d'ordre. Il allait falloir publier dans les bonnes revues. Il fallait être capable de caractériser les patients et leurs symptômes. Il fallait avoir des pistes thérapeutiques. Il existait bien un petit corpus de savoir, mais maigrelet. On savait caractériser les patients. On s'aperçut vite qu'il y avait des symptômes sérieux, des patients qui avaient un vrai syndrome dépressif, qui limitaient leur vie sociale, qui souffraient de comportements compulsifs, qui renonçaient à des activités, y compris professionnelles, qui déclaraient exclure l'idée d'avoir des enfants, qui pouvaient faire part de violences contre eux-mêmes. Le débat théorique était en fait passionnant. S'agissait-il seulement d'une forme particulière de dépression, une maladie bien identifiée, même si ses facteurs déclenchants pouvaient être multiples? La plupart des symptômes des solastalgiques évoquaient bien une dépression. On ne sortait plus pour ne pas polluer. Manger devenait toute une affaire. Utiliser les appareils électroniques s'avérait problématique, avec des conséquences invalidantes sur la vie professionnelle et sociale, jusqu'à une mise en retrait de la société. Certains patients avaient des symptômes qui s'apparentaient à des troubles bipolaires. Cela amusait beaucoup Serge de penser que l'anxiété climatique rejoignait l'anxiété des glaciérologues sur la fonte des pôles. Il appelait ces patients-là des bipolaires fondus. Il avait des phases maniaques d'intense excitation, de suractivité, de surinvestissement dans le militantisme, le prosélytisme, la création d'associations, une présence folle sur les réseaux sociaux. Elles étaient suivies de périodes d'abattement profond. On restait dans son lit sous une grosse couette parce qu'on n'utilisait pas le chauffage. On se déplaçait peu, on ne voyait personne. Mais chez certains patients, la pathologie déclenchait de véritables troubles compulsifs. Serge les appelait
les solastarexiques ou les anorestalgiques, car ils y trouvaient les mêmes symptômes que dans l'anorexie, une tendance pathologique à l'hypercontrôle. De même qu'une patiente anorexique se pèse plusieurs fois par jour, pèse tous ses aliments, il y avait des solastalgiques obsédés par leur bilan carbone. Certains venaient avec des papiers couverts de tableaux avec leur émission quotidienne. On y retrouvait tous les détails, depuis le nombre de fois où ils avaient tiré la chasse d'eau jusqu'à la consommation du moindre de leur appareil électronique. Les troubles compulsifs les classaient davantage du côté des névroses. L'un des patients passait son temps à suivre les enterrements d'hommes et de femmes qu'il ne connaissait pas. Il regardait les avis de décès dans les journaux, se rendait aux obsèques, habillé en noir, et exprimait ses condoléances aux proches, comme s'il était lui-même un ami de longue date. Il avait un emploi du temps saturé par ces cérémonies. Il ne savait pas comment l'expliquer. Était-ce un moyen de donner un substrat à son obsession de la mort? Est-ce que c'était le seul moment où il acceptait de socialiser? Car en dehors des cérémonies, il ne rencontrait personne, comme s'il ne pouvait supporter que la présence des gens en deuil. Il y avait aussi des troubles de la personnalité à tendance psychotique. C'était l'un des axes de travail. Est-ce qu'on pouvait trouver de l'agressivité solastalgique, un risque de passage à l'acte? Et puis il y avait toute une série de solastalgiques légers, des patients qui n'allaient pas bien, qui se sentaient préoccupés, qui avaient des crises d'angoisse. On repérait parfois que celles-ci avaient préexisté à la perception du réchauffement climatique. On voyait ainsi des patients dont les angoisses suivaient complètement l'actualité. Ils avaient comme l'angoisse des attentats en 2015, celle du réchauffement climatique en 2022, avaient eu l'angoisse des rayonnements en 2011 au moment de Fukushima. Comme un arbre a autant de cercles qu'il a d'années et peut être lu en coupe par des spécialistes qui savent y retrouver l'année des sécheresses, ces patients pouvaient, lorsqu'on leur faisait raconter leurs histoires sur 20 ans, être un reflet de la géopolitique, un récit d'histoire contemporaine à eux tout seuls. Je précise que tout est inventé. C'est-à-dire que si vous vous en servez pour effectivement classifier des malades psychiatriques, c'est romanesque. Merci. Merci beaucoup. Vous avez un petit peu devancé ma question. On est dans une fiction. Pour autant, je sais que vous avez vos entrées dans le monde des psychiatres. Comment est-ce que l'éco-anxiété se manifeste réellement dans les jeunes générations et dans la société? Est-ce que l'écriture de ce livre vous a permis de constater? Alors la première chose, l'écriture de ce livre est partie d'une colère contre les psychiatres de l'assistance publique hôpitaux de Paris, auxquels je parlais de ça, et ils me disaient non, ça n'existe pas. Je leur disais, mais est-ce que vous avez des patients qui souffrent de cela? Oh, ils me disaient, les petits bourgeois un petit peu, etc. Mais nous, on soigne des vrais malades. Et j'étais très surpris par ce que je considérais comme une sorte de déni, et qui allait probablement avec une question de génération. C'était des gens de mon âge d'ailleurs, hein, une génération un peu mûre, pour lesquels ces sujets-là n'étaient pas des vrais sujets de préoccupation. Et c'est pour ça que j'ai voulu leur faire rendre gorge, si je puis dire, et donc inventer des psychiatres à la fois de jeunes et de moins jeunes générations qui, eux, prenaient ça au sérieux. C'est ça l'intérêt du roman. On peut, donc moi, je ne suis pas du tout romancier, je suis romancier par accident ou par nécessité, mais du coup, ça permet de se venger. Alors peut-être que c'est une question intéressante, justement. Vous avez publié plus d'une dizaine d'essais par profession. Vous avez une connaissance quand même assez approfondie des données qu'on retrouve là-dedans, de ces chiffres. Vous avez fait des recherches? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais si, j'ai fait plein de recherches. Mais là aussi, le deuxième motif, c'est que je me suis aperçu avec honte que j'étais vraiment un immense ignorant. J'ai fait plein d'études, vous l'avez rappelé, j'ai utilisé des postes de responsabilité, mais un jour j'ai fait venir Jean Jouzel à une conférence, vous connaissez, membre du GIEC, etc. Et je me suis aperçu que je découvrais 99% de ce qu'il disait. Et ça m'a effrayé, ça m'a vraiment indigné contre moi-même. Et du coup, je me suis dit, parce que de mon côté un peu orgueilleux, si moi j'y connais rien, il doit y avoir plein de gens qui n'y connaissent rien aussi. Et l'un des motifs de ce livre a été d'abord de combler mes lacunes. Donc effectivement, j'ai lu les rapports du GIEC, et pas simplement les résumés, et puis j'ai lu plein de choses, et puis j'ai été beaucoup plus attentif à l'actualité. Hier, dans la lecture, il y avait des extraits des événements, mais effectivement, quand on regarde, et
Aujourd'hui, j'ai une sorte de signal d'alarme tous les matins à la radio. Et il n'y a pas un seul jour sans qu'on voit un événement. Et puis, du coup, ça m'a appris aussi à modifier un peu mon comportement. C'était une petite révolution pour vous d'écrire un roman sur le sujet ? Oui, alors, c'était assez cathartique, ça m'a fait du bien. C'était le moment où je quittais l'assistance publique, d'ailleurs. Et c'était une bonne manière de se purifier, si je puis dire, ou de se débarrasser de cela. Et puis, quelle liberté je disais tout à l'heure, on peut se venger, on peut se lâcher, on peut se libérer, et on peut violer la loi de la première à la dernière page. Et moi, mon métier, c'est d'être conseiller d'État. Donc, je veille sur l'application de la loi et je rends la justice pour veiller à l'état de droit. Et là, je l'ai violé allègrement de la première à la dernière page. Quelle jouissance! Pourquoi vous auriez pu en faire un essai ? Enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que ces chiffres, on les voit tous passer sous nos yeux, mais il y a quelque chose quand même d'extrêmement abstrait qui nous empêche et qui nous protège, et qui d'abord nous protège et ensuite nous empêche de nous projeter dans la réalité qui nous attend et aussi dans l'action parfois. Est-ce que le choix de la fiction et donc de la mise en récit, de la mise en histoire avec des personnages qui peut-être nous ressemblent, est-ce que pour vous, c'est une manière de donner chair et corps à des chiffres qui parfois justifient notre léthargie sur ces questions ? Exactement. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, j'aurais été incapable, j'avais aucune légitimité pour faire un essai. Ça, il vaut mieux demander à Jean Jouzel, à Valérie Masson-Delmotte, à beaucoup d'autres je suis contre pousser l'imposture jusqu'à ce degré-là quand même. Mais ce qui m'intéressait, c'était pas tellement de pouvoir expliquer le nombre de tonnes carbone, etc. C'était ce qui se passait dans notre tête. Qu'est-ce qui faisait qu'on était capable de supporter cela sans agir ? Et ça, le roman s'y prêtait parce qu'on pouvait... Alors là, encore une fois, je ne suis pas romancier, je fais juste une petite parenthèse. Ça rencontrait un besoin que j'avais. Donc, je ne sais pas pourquoi, depuis des années, je voulais réécrire Les Mandarins de Simone de Beauvoir. Voilà. On peut avoir les fantasmes qu'on veut. Il y a des gens qui veulent aller sur Mars, donc qui vont aimer Trump pour pouvoir aller sur Mars. Vous avez aimé Simone de Beauvoir ? Moi, j'ai été fasciné par Les Mandarins. Vous avez lu Les Mandarins ? Lisez Les Mandarins. C'est un chef-d'œuvre de Simone de Beauvoir. Et c'est une histoire magnifiquement écrite, mais de querelles, grosso modo, entre les Sartriens et les Camusards, ou entre ceux qui veulent faire la révolution et ceux qui sont raisonnables, etc. Et j'avais trouvé que cet affrontement avait nourri ma vie, de savoir dans quel camp on est et dans quel camp il vaut mieux être. Est-ce qu'il vaut mieux être du camp des sérieux qui essayent de bouger le monde avec les armes légales, ou est-ce qu'il vaut mieux être du camp de ceux qui peuvent être plus activistes ? Et je rêvais de... J'ai lu plusieurs fois Les Mandarins, j'ai adoré Les Mandarins, et vraiment un roman d'adolescence, et j'avais envie alors, il se trouve que je n'ai pas le talent de Simone de Beauvoir, mais je lui ai emprunté cette idée d'affrontement entre les raisonnables et les non raisonnables. Alors, quand je dis raisonnables et non raisonnables, il y a une seule conclusion dans ce livre, c'est que les raisonnables ne sont pas ceux que vous croyez. Et c'est ce que j'avais envie de dire à mes pairs. Mes pairs, c'est des gens qui dirigent des entreprises, dirigent des administrations, des établissements d'enseignement supérieur, etc., et qui ont l'impression d'incarner la raison. Et je l'avais envie de leur dire qu'ils incarnaient une sorte de déraison quand effectivement l'application de cette raison jusqu'au bout conduit au turning point, c'est-à-dire le point où ça bascule définitivement vers... ce matin, on s'est réveillé en voyant le Mont Blanc, et dans 30 ans, on se réveillera en voyant le Mont Noir, et ça, c'est quand même, j'ai pas envie.
Alors, vos pères sont un peu mes pères, puisque, enfin, père... Il y a IRS, change, PRS... Voilà, exactement, puisqu'il y a un conflit générationnel dans votre livre que vous mettez... C'est pas la peine de rappeler mon âge. Non, mais je voulais... Vous me l'avez épargné jusqu'à présent, continuez, voilà. On est à peu près de la même génération, Salomé et moi. C'était pour la beauté de la figure de style. J'aurais pu être son frère. C'était pour la beauté du geste. Je sais pas pourquoi ça vous fait rire que je dise que j'aurais pu être son frère. Je voulais faire un clin d'œil à quelqu'un dans cette salle qui a beaucoup réfléchi à la notion de père, à tous les sens du terme. Mais voilà, en tout cas, des aînés, j'en parle parce qu'il y a une confrontation générationnelle. Vous avez parlé d'affrontement, oui, mais qui va aussi prendre la forme d'une collaboration. Voilà. Et ça, c'est révolutionnaire pour me relier au thème du festival. Je voudrais peut-être qu'on campe un petit peu ces deux camps et de la manière dont ils vont se rencontrer. Donc, on a d'un côté la jeune garde avec un grand sentiment d'impuissance et de l'autre côté, les aînés avec un sentiment de suffisance, on peut dire ça. Vous écrivez « Ils avaient réussi leur vie professionnelle, mais sur le front de la lutte, le bilan était nettement moins reluisant ». Je trouve que c'est très intéressant comme phrase parce que quand on interroge les plus jeunes, alors beaucoup plus jeunes que moi pour le coup, aujourd'hui, on voit qu'il y a un énorme détachement parce qu'on a arrêté de croire à la carrière professionnelle pour plein de raisons, mais par contre qu'il y a une anxiété sur la question des combats, des injustices. Donc il y a quelque chose qui semble s'être retourné en fait entre ces, bon, peut-être que c'est plus que deux générations, mais comment est-ce que vous voyez ça et comment vous l'avez mis en scène dans Les Solastalgiques? Moi, j'ai commencé par la culpabilité, quoi. Je trouve que, quoi, dans cette fin de cycle que nous vivons, quoi, je pense qu'on est on a une période de fin de cycle, un cycle qui commence après la Deuxième Guerre mondiale, et dont on a l'impression... Moi, j'ai vécu avec l'idée, non pas de la fin de l'histoire, mais du progrès perpétuel. La démocratie, c'est fait pour s'étendre, il peut y avoir des accidents. La paix, c'est fait pour gagner. Il peut y avoir des petites éruptions quelque part, mais le rouleau compresseur de la paix va gagner. L'Europe se construira en abolissant les frontières. Les maladies reculeront, etc., etc. Une sorte de caractère un peu irréversible. Et puis, gueule de bois, il y a quelques années, en s'apercevant que tout cela pouvait se détricoter. Et en fait, c'est nous qui avons... Nous, on est la génération, non pas qui ont construit cela, ça c'est la génération d'avant, mais la génération qui a laissé se débobiner, qui laisse se débobiner tout en ayant profité de tout cela. Avec un confort incomparable par rapport aux générations précédentes, avec un mode de vie de sorte de dilapidation, y compris des ressources naturelles. Et puis il y a la génération d'après qui arrive sur cette zone brûlée, quoi, à tous les sens du terme. Et je voulais rendre grâce ou aider à donner des armes à la génération d'après, mais quand même ne pas laisser ma génération sans laver les mains. Et donc être forcé à s'impliquer. Et le carrefour entre les deux générations, il se noue dans ce roman, dans un drame, quand une solastalgique, un peu plus solastalgique que les autres, va arriver jusqu'à mettre fin à ses jours dans des conditions dramatiques, mises en scène avec les réseaux sociaux, quoi, avec les moyens modernes, en disant « je veux que ma mort serve à quelque chose ». Et donc, ayez conscience, je ne meurs pas parce que je suis, pour des raisons personnelles, etc. Je meurs pour que l'on ait envie de freiner le mouvement qui va aboutir au point de bascule irréversible. Et ça vient secouer les vieux qui se disent mais si nos enfants ils vont jusqu'à mourir, on est peut-être passé à côté de quelque chose. Et l'alliance va se faire par un autre truc que j'ai découvert, et alors le hacking. Je cherchais comment mes personnages pouvaient dérégler le monde.
dérégler le dérèglement. Et donc stopper les émissions. Alors, moi, je suis plutôt non-violent, donc je n'allais pas leur acheter des kalachnikovs, ni du plastique pour faire sauter des choses, etc., etc. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme moyen suffisamment puissant, mais qui ne tue pas trop. Et je me suis dit, mais le hacking des systèmes qui produit des gaz à effet de serre. Alors, je suis allé voir des hackers repentis. Alors, vous n'avez quand même pas allé en tôle pour les trouver, quoi. Et puis, j'avais été victime de hacking aux hôpitaux. On avait eu un petit gamin, d'ailleurs. C'était assez rigolo. Quoi, c'est rigolo. Il avait réussi à rentrer dans une faille d'un de nos systèmes d'information et à récupérer l'ensemble des données sur tous les gens qui s'étaient fait tester Covid. Genre 1 million de données, quoi. Tant et si bien que j'ai dû envoyer un courrier à 1 million de personnes en leur disant « Je suis désolé, mais vos données ont été hackées ». Et alors les gens, parmi 1 million de personnes, il y en avait 1000 que je connaissais personnellement, et qui m'ont appelé en disant « C'est quoi cette blague de nous faire croire qu'on a été hacké ?» etc. Il y avait tout un... Et ce gamin était tellement vantard qu'il avait fait un post pour dire « J'ai réussi à rentrer dans les systèmes de l'assistance publique, on l'a chopé, on l'a mis en taule. » Donc moi, je suis allé voir des hackers repentis, puis je suis allé voir des profs d'informatique, à Normal Sup d'ailleurs, pour comprendre si on pouvait hacker. Et en fait, c'est très facile. On peut hacker pas mal de choses. Donc c'est là, c'est hyper réaliste. Et alors, mes solastalgiques, ils ont commencé par hacker les immenses bateaux de croisière. Donc ils sont rentrés dans le système de réservation et ils ont envoyé un message en disant « Merci beaucoup d'avoir réservé votre croisière et vous allez voir, ça va être inoubliable. » Le système de conditionnement, il ne marche pas toujours et de temps en temps, il y a des légionnaires qui vont dans le système. 2, notre système de restauration n'est pas forcément au point et vous pouvez avoir des entérobactéries méchantes. 3, la fouille à l'entrée n'est pas garantie, donc sur un paquebot de 20 000 personnes, il est possible statistiquement qu'il y ait un terroriste qui fasse sauter le truc, etc. Et pour tout ça, bonne croisière. Et le truc avait été foutu en l'air parce que vous savez que les bateaux de croisière, vous avez déjà vu ces immeubles flottants, c'était épouvantable, et donc ça pollue autant que des millions de voitures à diesel, quoi. Donc ils ont stoppé ça, ils étaient très contents, puis petit à petit, ils se sont dit, tiens, si on prenait les 10 plus grands aéroports du monde, etc., etc. Et ils ont un peu énervé le G20 en commençant à dérégler tout, en rentrant dans le système informatique du G20, etc. Et ça, qu'est-ce qu'on se marre quand même. Ouais, moi, ça, c'est vraiment des parties assez drôles, je reconnais de votre livre. Mais il y a aussi une question en creux que vous posez, et notamment à travers ce groupe de vieux, comme vous l'appelez. C'est en fait pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit de jeunes hackers qui se mettent dans l'illégalité et qui risquent la prison pour mettre un grain dans les rouages de ce système de croisiéristes, et pourquoi, par exemple, ça ne vient pas de décisions de loi, tout simplement, qui interdisent ce type de voyage. Est-ce que ce ne serait pas là où il y aurait peut-être un pas révolutionnaire à faire? Quelle question ça pose aussi de décider des loisirs des gens? Est-ce que ça ne crée pas une forme d'injustice parmi les consommateurs? Tout ça, c'est des questions que vous adressez quand même dans votre livre. Oui, oui. La question de base, c'est qu'est-ce qui fait, alors que nous sommes à une période où il n'y a pas de question d'interrogation scientifique sur les causes du réchauffement climatique, il y a les seules questions qui se posent, c'est à quel rythme et avec quelle ampleur. Et pour avoir regardé les rapports du GIEC, les rapports du GIEC sont en fait extraordinairement conservateurs et prudents. Ils ne prennent pas en compte, parce qu'ils trouvent que c'est trop hypothétique, le renversement des courants d'air et du Gulf Stream. Ils ne prennent pas en compte une accélération de l'effondrement de l'Arctique et de l'Antarctique, etc. Ils disent ça, c'est trop hypothétique, on ne sait pas les modéliser, donc on ne les prend pas en compte. Donc ils ont l'hypothèse la plus conservatrice. Et dans cette hypothèse la plus conservatrice,
D'ici 2100, le niveau de la mer peut monter de 6 mètres. Et quand ça monte de 6 mètres, ça veut dire qu'il y a au moins 1 milliard de personnes qui habitent dans des endroits qui vont être submergés. Donc, quand on a des petits débats sur l'immigration, les courants migratoires, quand il y a 1 milliard de personnes dont vous enlevez la terre sous les pieds, il va se passer des choses qui sont absolument incontrôlables. Donc, le mystère, c'est pourquoi est-ce que, légalement, on ne fait pas face à cela. Et je cite le secrétaire général de l'ONU, qui est le premier à dire c'est un scandale, qui incarne normalement le haut de l'autorité internationale, et qui lui-même se sent impuissant à dénoncer. Il y a Guterres, vous regardez ses déclarations à chaque fois qui sont alarmistes, mais il est incapable de réunir les pays de l'ONU et en disant clac, maintenant on limite et on s'assure que les engagements qu'on a pris sont effectivement tenus. Donc, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on est dans des situations analogues à des situations historiques où ceux qui ont raison sont ceux qui désobéissent. Voilà. Est-ce qu'on est dans une période comme période de résistance face à Vichy, en faisant attention quand même, mes personnages en débattent en disant on ne va pas trop loin, etc. Et je pense que cette question se pose sérieusement aujourd'hui. Mais par exemple, il faudrait abolir la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, tout le monde s'offre des bouquets de fleurs le 14 février. Vous voyez beaucoup de fleurs dans les jardins le 14 février. Un bouquet de fleurs de la Saint-Valentin, c'est l'équivalent en tonnes de carbone qu'un vol Paris-Genève. Donc vous avez des millions de vols Paris-Genève qui s'achètent le 14 février. Alors, les fleurs du Kenya sont un peu moins polluantes, paradoxalement, que les fleurs des Pays-Bas sous serre, hein, qui sont à 60 kg les 15 roses. Voilà. Et ça, c'est ça mon... Qu'est-ce qui fait qu'on est... Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que la Saint-Valentin, ça serait le 14 juin, par exemple? Ou bien, dans ce lieu, de se dire que la mode pour la Saint-Valentin, c'est d'offrir un poème à celui ou à celle qu'on aime, plutôt que d'offrir un bouquet de fleurs polluant équivalent à un vol Paris-Genève. Voilà. Et mais ça, c'est intéressant parce que la Saint-Valentin... Le reste, ça n'allait pas? Si. Non, mais c'est une manière de vous interrompre. Pardon, parce que, ils étaient tellement bons hier que je me suis entraîné toute la nuit en disant comment je peux les faire rire. C'est intéressant. Non, mais je trouve que la Saint-Valentin, c'est une fête extrêmement populaire. On s'en fout, quoi. Oui, sauf que ce que vous dites dans le livre, c'est quand même que c'est un très petit pourcent de la population qui produit une énorme partie du bilan carbone. Donc avant d'interdire la Saint-Valentin, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir par exemple au SUV, aux jets privés? Pareil, les croisières, ça déplace 20 000 personnes d'un coup. Il y a des yachts qui déplacent 10 personnes. Comment est-ce qu'on fait la mesure de ce genre de... Parce que on en revient sur la responsabilité individuelle, c'est-à-dire est-ce que je culpabilise à chaque fois que j'achète une bouteille d'eau parce que j'ai oublié ma gourde à la maison, pendant qu'il y a des personnes qui en une journée produisent ce que moi je vais produire en un an. Alors, ça, c'est une question que vous posez quand même dans votre livre. Ouais, et c'est évidemment une question majeure. Alors, pour rappeler les données, vous avez 10% de la population mondiale qui est responsable de 50% des émissions. Et vous avez 50% de la population mondiale qui est responsable de 10% des émissions. Vous avez suivi? Et vous avez le reste entre les deux, les 40%, qui sont responsables de ce qui reste. Voilà. Mais donc, vous avez une part d'hyperpollueurs. Alors, dans la part d'hyperpollueurs, c'est très intéressant, il y a deux catégories. Il y a une catégorie majoritaire qui sont les plus riches de la planète, et vous avez une part minoritaire mais importante qui sont parmi les plus pauvres. Quand on regarde en France le premier décile de la population, les 10% les plus pauvres, vous en avez 2/3 d'entre eux qui émettent très peu de gaz à effet de serre, et vous en avez une partie d'entre eux qui sont hyper émetteurs, comme les milliardaires. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix de la voiture diesel, du mauvais système de chauffage, etc. etc. Et donc vous avez de la pollution choisie, de la pollution subie. Voilà. Alors, moi, je pense...
je pense qu'il faut responsabiliser, etc., mais que ce n'est absolument pas suffisant. J'ai découvert dans mes recherches un travail qui a été mené par des économistes, qui a été étudié par la Banque centrale du Royaume-Uni avant d'être abandonné, qui n'était pas idiot, qui était de rajouter à la carte de crédit une carte de crédit carbone. Pour dire, voilà, chacun a le droit, si le GIEC a dit qu'on avait le droit à, je sais pas, 3 tonnes de carbone par personne, c'est un peu comme les tickets de rationnement, vous avez quand vous payez à la fois en francs suisses et à la fois en carbone. Et quand vous êtes au bout de vos 3 tonnes, vous ne pouvez plus rien acheter qui contienne du carbone. Si vous voulez acheter plus, vous pouvez aller voir les sous-consommateurs et leur acheter ce qui leur reste comme crédit carbone. Alors c'est un effet redistributif absolument merveilleux, parce que du coup les plus riches sont obligés de racheter les crédits carbone des plus pauvres, ils les rachètent cher, parce que le prix du marché, etc. Et en fait, alors, ça pourrait être une élucubration de 3 oiseaux dans la ferme de Flainville, de Granville, mais il y a des études extrêmement sérieuses. De la même manière, il y a un truc que je ne connaissais pas, pardon, je suis bavard, mais que je ne connaissais pas au moment du livre et que j'ai découvert après. Les meilleurs capteurs de carbone, ce sont les baleines. Vous saviez cela? Il y a une manière... Parce que les baleines mangent le plancton, le plancton absorbe le carbone, donc les baleines se mangent 1 tonne de carbone, et quand elles vont mourir au fond de la mer, elles emmènent le carbone au fond de la mer. Là aussi, il y a un rapport de la Banque mondiale, fabuleux, qui dit qu'une des manières de lutter, c'est de sauver les baleines. Voilà. Il y a des tas de choses... je ne sais pas pourquoi je suis parti sur les baleines, parce que je trouve ça fascinant, mais surtout pour dire qu'effectivement, il y a un moment où il faut fixer des règles du jeu un peu sérieuses. Et si je prenais le bouquet de fleurs de la Saint-Valentin, c'est qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron, qui à un moment a dit on ne va pas revenir aux Amish. Il ne s'agit pas de revenir à l'homme des cavernes, etc. Il s'agit juste... Le sujet, c'est comment, au lieu de faire 3% de plus chaque année, on fait 3% de moins. Ce n'est pas 95%. C'est effectivement de mettre les règles d'une discipline collective, peut-être pendant 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, le temps qu'on découvre l'énergie merveilleuse, décarbonée, qui marche toute seule, le ITER à côté de Marseille qui vous fournissent de l'énergie grâce à la fusion nucléaire, ou de l'hydrogène de je ne sais quoi, ou etc. Peut-être qu'effectivement la technologie nous sauvera. Et mon approche documentée, parce que quand je discutais de ça avec des amis, ils me disaient « arrête tes conneries, comme d'habitude, la science nous sauvera. » Quand il y a eu des épidémies, les vaccins sont arrivés, quand il y a eu, etc., la science sauve toujours, et donc il suffit de mettre de l'argent dans la recherche, et la science nous sauvera, etc. Alors j'ai regardé, je me suis dit peut-être que j'ai tort, et qu'effectivement, il faut que j'aille plutôt investir dans la recherche. Il faut investir dans la recherche. Mais quoi qu'il arrive, si ce que je citais tout à l'heure comme progrès scientifique survient, ils n'auront des effets à grande échelle que dans quelques décennies. À supposer que ça marche, à supposer qu'on sache les mettre à grande échelle, etc. Dans quelques décennies. Le point de bascule, c'est avant quelques décennies. Donc peut-être que simplement, il faut se dire, d'où le problème des générations, que pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, on se serre la ceinture carbonée, puis ensuite on pourra peut-être la relâcher, la ceinture énergétique, parce qu'effectivement on aura de l'énergie merveilleuse, non polluante, etc. Entre-temps, on aura évité que le Mont Blanc devienne le Mont Noir. Vous employez le terme de néo-révolutionnaire pour parler de ces jeunes activistes. Qu'est-ce qui est néo?
chez eux. Enfin, je vous pose la question parce que vous avez tout à l'heure parlé de la résistance, et c'est vrai que vous créez un espèce de continuum entre, vous convoquez d'ailleurs plusieurs figures illustres, il y a toute une partie du roman qui se passe dans le Vercors, terre de résistance, vous convoquez la figure de Daniel Cordier, militant d'extrême droite devenu résistant, donc c'est très intéressant le lien que vous faites entre ces périodes. Pour autant, qu'est-ce qu'il y a de néo? Est-ce que c'est les outils? Est-ce que c'est la période? Enfin voilà, c'était ce préfixe qui m'intéresse. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, il se trouve que j'ai été à l'origine en France d'un programme qui s'appelle le service civique, et qui permet aux jeunes de s'engager. Et quand on a lancé le service civique, j'ai fait venir deux grandes figures qui étaient Simone Veil et Stéphane Hessel, devant 500 jeunes, pour évoquer ce que pouvait être l'engagement, et donc qui était l'engagement choisi, l'engagement subi de l'un et de l'autre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et alors j'ai été très frappé par leur discours en disant que de notre temps c'était facile parce que c'était évident. On savait où était le bien, on savait où était le mal, et donc il suffisait de choisir. C'était totalement faux, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris où était le bien et où était le mal à cette époque-là. Mais c'était intéressant qu'ils le voient comme cela, et que pour nous aussi, rétrospectivement, quand on a choisi est-ce qu'il faut être plutôt nazi ou plutôt résistant, en général la plupart d'entre nous disent plutôt résistant. Et quand on a une lecture rétrospective de l'histoire, on voit à peu près où est le bien et le mal. Et dites-vous, mes pauvres jeunes, effectivement, c'est plus compliqué que ça. Les choix c'est ce que j'évoquais, est-ce qu'il faut être plutôt technologiste ou plutôt activiste, plutôt légaliste ou plutôt désobéissance civile, où est le bien, où est le mal, etc. etc. C'est beaucoup plus confus que ça l'était. Même si on a vu cette dernière année que ça avait tendance à s'éclaircir un peu, si je puis dire, malheureusement. Mais donc le néo, il fallait faire un effort supplémentaire par rapport à ceux pour lesquels, rétrospectivement, on considérait que la cause était évidente, l'engagement était évident, et il fallait prendre la clandestinité, les armes, etc. etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est effectivement, je pense, une génération peut-être moins idéaliste ou moins politisée au sens de s'intéresser au grand système qu'elle l'était auparavant, et donc pour lesquels la révolution prend plus des formes d'engagement personnel, de lien avec des associations, d'actions. On parlait avec Daniel des zadistes anti-Oshlim à côté, etc., des actions un peu différentes. Et puis la troisième chose, c'est effectivement de pouvoir avoir à disposition des moyens de mobilisation considérables à travers les réseaux sociaux ou à travers le hacking, comme je le disais, et donc de pouvoir retourner les armes contre le système, où on peut faire des choses. Eux, ils sont une poignée dans une ferme, hyper bien équipés intellectuellement, quoi. Il y a un petit jeune qui réussit à rentrer dans le système d'information de l'Élysée assez facilement, il fout la panique là-haut. Il a bac-3, le garçon. Et son apprentissage, hier on parlait des video games avec Michel Nieva, son apprentissage s'est fait parce qu'il veut être le meilleur dans des jeux vidéo. Et en étant des meilleurs dans des jeux vidéo, il est venu à dépasser, à sortir du jeu vidéo pour rentrer dans le système, etc. etc. Voilà, donc c'est assez néo, ça. Moi, j'y comprends strictement rien. Je suis archéo. Vous avez archéo-révolutionnaire, c'est pas mal ça. C'est pas mal, ça existe pas mal ça. Oui. Justement, ce jeune dont vous venez de parler, je crois que c'est Mansour, je crois. Mansour, absolument. Ouais. Je voudrais qu'on parle un petit peu du casting de personnages que vous avez rassemblés dans ce livre, parce que je le trouve intéressant. Il y a Patience, qui est une jeune femme rwandaise adoptée à la suite du génocide de Rwanda. Il y a une réfugiés de la guerre en Ukraine. Il y a vraiment un panel de personnages. Il y a ces jeunes qui viennent de quartiers peut-être moins favorisés de régions parisiennes. Il y a
finalement, cette lutte, elle est intersectionnelle. Vous l'avez voulu, en tout cas, intersectionnelle. Tout ce monde va se retrouver donc dans une ferme en Normandie pour discuter. Donc, ils vont créer un groupe qui s'appelle le CNRS 2014. 2104, pardon. On va peut-être revenir sur cet acronyme qui est un petit clin d'œil de votre cru. Pourquoi, justement, avoir voulu ce mélange de personnages, d'horizons et de destinations très différents? Alors, d'abord, comme vous l'avez compris, je ne suis pas romancier, donc je n'ai pas d'imagination, donc je ne sais pas inventer des personnages, donc j'ai récupéré ceux que j'avais sous la main. Et j'aime bien que les gens... C'est écolo, ça, voilà, c'est recyclage. Et je sais transformer, je suis écolo, voilà. Je sais recycler ou transformer. Et donc, j'ai pris des personnages que je connaissais et que ça me fait plaisir, que je trouvais ne se voyaient pas assez souvent. Et donc, je les ai enfermés dans le livre. La plupart d'entre eux, je les ai reconnus, je les ai rendus un peu méconnaissables, sauf pour moi. Je sais qui est Patience, je sais qui est... etc. etc. Mais j'avais envie de rendre compte de ce que je voulais qu'il advienne, c'est-à-dire qu'effectivement, quelle que soit sa condition, son niveau d'études, son origine sociale, etc., on puisse se retrouver autour de ce combat, chacun y apportant quelque chose de son savoir-faire, de son expérience, de ses tripes, etc., etc., et utilisant ce savoir-faire. Donc les psychiatres savent soigner la solastalgie, ils se disent mais en fait le vrai soin c'est de soigner la planète et non pas la solastalgie. Donc vous trouvez des ingénieurs ou des environnementalistes, ils ont besoin de hackers, ils ont besoin de ceci, etc. etc. Et voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai essayé de donner de l'étoffe. Et alors il se trouve que je fréquente beaucoup de ces jeunes engagés, et puis ça me faisait plaisir de leur rendre hommage. Voilà. Alors peut-être que c'est le moment de dire un mot sur l'Institut de l'engagement, qui est, je crois, adossé à l'idée du service civique, qui est une association peut-être, oui. Que vous avez créée, que vous remettez en scène dans votre roman. C'est un vivier de jeunes espoirs pour cette révolution à venir, l'Institut de l'engagement? J'espère bien. En fait, l'histoire est la suivante. Donc, il y a 15 ans, j'ai pu porter la loi qui a créé le service civique et qui fait qu'il y a 100 000 jeunes qui s'engagent pour 6 mois ou 1 an au service d'une cause. Dans un pays, la France, où nos processus sont quand même hyper normés. Donc, comme l'a rappelé, vous savez que notre ministre de l'Éducation nationale a affirmé que l'orientation de l'enseignement supérieur devait se décider à la maternelle. Elle s'est fait beaucoup moquer, mais en fait, elle traduisait un truc qui est malheureusement assez vrai. On peut même remonter plus loin, quoi. Les choix se prédestinent au moment où on choisit son adresse pour être près de la bonne maternité, qui permettra, etc. etc. On voit des gens qui font ces choix-là. Donc on a des voies assez normées. Et quand on a créé le service civique, on a permis à des jeunes qui avaient plutôt raté leurs études ou raté le début de leur vie de se révéler dans un parcours civique, parce que pour la première fois de leur vie, parfois, on leur disait « merci », qui est un mot magique, mais que des gens n'ont jamais entendu, qu'on leur faisait à peu près confiance, qu'on leur donnait des responsabilités et qu'ils avaient ce sentiment d'utilité, qui est quand même l'inverse. Le sentiment d'inutilité est assez désespérant. Et quand j'ai vu les premières générations de volontaires en service civique, je me suis dit, connaissant mon pays, ils vont se révéler, ils vont reprendre à peu près confiance, ils vont savoir faire des choses, et à la fin, on leur dira peut-être merci, mais ciao. Repartez à la case départ de vos échecs précédents. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on évite cela? Et donc, on va décalquer les systèmes de sélection tels qu'ils existent dans notre pays si bien, on va l'appliquer à cette population en changeant les critères de sélection. On ne va pas vous demander de donner la liste des présidents du Conseil sous la 4e République, mais de parler des personnes que vous admirez le plus et nous expliquer pourquoi. De nous expliquer pourquoi vous vous êtes senti utile, etc., etc. Et donc, on sélectionne chaque année 700 jeunes parmi ceux qui ont fait leur service civique. Et on est allé toquer à la porte de toutes les grandes écoles, à Sciences Po, HEC, etc., en leur disant « est-ce que vous m'en prendriez quelques-uns »
Et donc, on a eu un accord de 150 établissements d'enseignement supérieur pour que ces jeunes accèdent directement à des études sélectives et sans renoncer à ce qu'ils sont. Voilà. Et chaque saison, on les emmène pour 3 ou 4 jours dans des endroits comme cela pour les confronter à... donc Jean Jouzel, j'ai fait sa connaissance en l'invitant à venir devant l'Institut de l'engagement, des responsables d'entreprise, des acteurs, des responsables politiques, etc., etc. Et l'idée est de faire effectivement une promotion de gens qui pourront concilier les mêmes armes que les autres. Alors, j'ai fait HEC Marketing ou j'ai fait Sciences Po Service Public et en même temps cultiver leur force d'engagement. Donc j'espère que ce sera les néo-révolutionnaires d'après. Ils sont déjà 7000 puisque ça fait 10 ans et dans 100 ans, ils seront nombreux. Hein. Alors, je ne sais pas quelles sont les figures de référence que ces jeunes citent en entretien. En tout cas... vous voulez que je vous dise ce qu'ils citent, par exemple, ouais, figure de référence. Alors, on a fait effectivement... j'ai eu cette chance-là, ou cet affront-là, d'inventer un concours sur un coin de table, comme ça, puisque notre truc était une association, donc on n'avait pas à obéir à la loi, au décret, à l'arrêté, etc. Et donc, on leur a posé comme question pour être admissible, dites-nous la personne que vous admirez le plus. Alors moi je pensais qu'il allait avoir Gandhi, etc. Et les jeunes, ils disaient papa ou maman. Je me disais mais quelle bande d'imbéciles. Ils sont nuls, quoi. Voilà, ils n'y connaissent rien, ils sont idiots. C'était assez émouvant. Ils disaient, moi, celle que j'admire le plus, c'est ma maman, parce que elle bossait comme un fou pour que je puisse accéder à quelque chose, ou bossait comme une folle, quoi, je sais pas, se sacrifiait. Mon papa, ben, vraiment, ils sont nuls. Et au même moment, j'étais en train d'écrire un livre sur mon père. Et je me dis, en fait, ils sont aussi nuls que moi, quoi. Voilà. Voilà, c'était rigolo parce que, en fait, ils avaient raison, ils avaient choisi, comme tout le monde, quoi, au lieu de s'intéresser à une figure mythique. Méfiez-vous des mythes, l'ancien président d'Emmaüs peut vous le dire. Au lieu de s'intéresser à une figure mythique, c'était très drôle. Ça, c'était très drôle. Vous inquiétiez de votre humour, ça, c'était vraiment très drôle. Voilà, bon. Et bah, du coup, j'ai perdu le fil. Pardon. Méfiez-vous des mythes. Non, mais évidemment, je voulais vous emmener là-dessus parce que les membres du CNRS vont se choisir des pseudos d'après des figures qu'ils et elles admirent. Donc on trouve du Rosa Parks, du Churchill, du Gandhi, Nostradaker chez les hackers. Voilà, j'avais envie de vous poser la question, quelle était votre figure révolutionnaire préférée à laquelle vous identifiez, ou en tout cas qui figure... peut-être sur votre autel personnel? Ah, c'est une sacrée bonne question. C'est une sacrée bonne question. Alors, j'ai deux figures alors, hyper banales, là aussi. Ça ne va pas être mon père ou ma mère, mais ça ne va pas être des choses totalement inattendues. Victor Hugo et Jean Monnet. Voilà. Jean Monnet, il n'est pas loin d'ici. Le centre Jean Monnet est à Lausanne. Alors, Jean Monnet, il aurait pu être à l'Institut de l'engagement, je trouve, qui vend son cognac et a une vision de comment il faut changer le monde et comment créer de nouvelles institutions, etc. Et donc, révolutionnaire par le droit, par les institutions, par les coalitions, je trouve ça absolument fascinant comment il a modifié le cours de l'histoire. Et Hugo par la force des personnes, d'avoir réussi à mettre la misère, des noms propres sur la misère, Cosette, Gavroche, Jean Valjean, et de faire en sorte que ce soit nos amis, nos personnages, etc. etc. Voilà, donc, et l'un et l'autre avec un sens de la
effectivement la révolution ou la transformation du monde assez admirable. Voilà. J'ai lu dans une interview, vous avez dit « Je suis un idéaliste, un combattant du déterminisme ». Alors, on retrouve un petit peu de ça dans les solastalgiques, mais j'avais peut-être un petit peu envie de vous interroger sur comment se porte votre idéalisme aujourd'hui. En 2023, le Conseil d'État français a quand même tenté de dissoudre le mouvement écologiste des soulèvements de la Terre. L'année dernière, la Suisse a été condamnée pour inaction climatique par la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut quand même avoir le cuir résistant pour rester idéaliste aujourd'hui. Comment ce livre a fait évoluer votre idée, votre connaissance, votre point de vue et vos perspectives sur ces questions? Alors, le Conseil d'État a fait l'inverse. Ah oui, il a annulé Je suis membre du Conseil d'État. Le Conseil d'État a annulé la décision gouvernementale de dissoudre les soulèvements de la Terre. Je me suis emmêlée. Il a fait C'était une histoire à rebondissement. Et alors, juste je ne vais pas fuir la question, mais juste un mot là-dessus. Ce livre a été plagié, imaginez-vous. Dis donc. Ouais, parce qu'un des premiers chapitres, il y a une ministre de l'Intérieur qui réunit dans un amphithéâtre comme ça des procureurs, des préfets, donc les hauts magistrats, les hauts fonctionnaires, et qui leur explique « Je vais vous dire qui sont les ennemis aujourd'hui. Les ennemis, les pires ennemis de la société sont les écoterroristes. » Et il professe un discours en disant « Ben voilà, il faut s'armer contre ces gens qui prétendent on ne va pas laisser la France devenir zadée, etc. etc. » Et j'invente ce discours. Et 3 mois après, je suis plagié par le ministre de l'Intérieur. Mais vraiment, vous mettez côte à côte le chapitre du livre et le discours prononcé 3 mois après, c'est assez étonnant. Donc, je reviens là-dessus parce qu'effectivement, si vous avez suivi, tout à l'heure, j'ai dit raison des raisons, elle n'est pas forcément du bon côté. Et le mot écoterrorisme, j'ai voulu lui tordre le cou aussi. Je trouve qu'utiliser le mot écoterrorisme, sauf si on se mettait écoterrorisme pour de la sauce tomate ou de la mayonnaise, ça ne va pas du tout. Moi, de fait, ont des peines plus lourdes que des agresseurs sexuels aujourd'hui. C'est hallucinant, quoi. Et il se trouve, vous avez rappelé que j'ai passé 10 ans ou 9 ans en fait à la tête de la PHP. Avant la pandémie, c'était au moment des attentats. Et terrorisme, on voyait à peu près ce que c'était, quoi. Et donc, utiliser le même terme et appeler à la même mobilisation contre des gens qui veulent essayer de se battre contre le désordre établi, c'est quelque chose, je ne sais pas si je suis idéaliste en disant cela, mais c'est quelque chose qui me choque et je pense qu'il faut faire vraiment attention à l'utilisation du vocabulaire et de ce qu'on en fait. Alors ensuite, je ne sais pas quel effet ça a eu sur moi, mais j'ai eu quand même le plaisir d'avoir un certain nombre de lecteurs qui m'ont expliqué qu'à la lecture de ce livre, ils avaient changé d'avis. Voilà. Ils avaient pris conscience qu'il y avait un problème qui leur avait totalement échappé et qu'effectivement, ils entretenaient une mécanique, un univers, donc ils l'entretenaient alors qu'ils devraient changer de camp. Donc c'est ça ce qui m'a le plus encouragé et qui étaient justement des gens qui ne seraient pas allés lire des essais, qui sont entrés dans ce sujet-là par ce que permet la fiction, c'est-à-dire de pousser les leviers un peu plus loin, quoi. J'ai tendance à dire que dans ce livre, rien n'est vrai, mais rien n'est faux. Voilà. Les données sont vraies. Les données sont vraies, quoi, mais comme je disais, les personnages sont vrais, mais ont été transformés, le scénario, etc. Mais rien, si on veut, rien ne peut être faux. Donc ça a eu un impact. Et pour en revenir à l'idéalisme, je ne sais pas si j'utilise ce mot-là, peut-être, mais quoi
je considère que l'idéalisme est un réalisme, si je puis dire, quoi. Je trouve que cette injure de traiter de quelqu'un d'idéaliste, c'est comme les gens qui vous dénoncent en disant vous fonctionnez avec les bons sentiments, comme si c'était une... Moi, on m'a souvent dit ça. Oui, bien sûr, voilà, pétri de bons sentiments. Injure suprême. Je préfère les bons sentiments aux mauvais sentiments, quoi, etc. Voilà, donc... Voilà. Je ne vous posais pas la question négativement. Hein, non. Je suis un peu parano, j'ai la forme parano-nostalgique. Je vais passer la parole au public s'il y a des questions. Peut-être juste une dernière chose qui m'intéresse d'un point de vue littéraire, éditorial même. Alors, je ne sais pas du tout comment s'est vendu votre livre, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la clam-fi, c'est comme ça qu'on appelle ces livres, des climatic fiction, se vend très mal. C'est pas du tout... Alors, la dark romance, il n'y a pas de problème, mais par contre, les romans environnementaux, le nature writing, ça reste une niche qui a de la peine à convaincre les lecteurs. Peut-être que c'est un reflet aussi de la préoccupation qu'on a sur ces sujets dans la vie quotidienne. Vous avez constaté ça, comment vous l'expliquez Alors, je ne sais pas l'expliquer, mais effectivement, mon côté idéaliste, je me suis dit, solastalgie. Qui connaissait le mot solastalgie avant tout à l'heure? On a un doigt qui se lève. Voilà. Alors moi, je pensais... C'est un très beau terme en plus. Je pensais qu'après ce livre, solastalgie serait le mot de l'année, quoi. Ça éclipserait les Jeux Olympiques, etc., quoi, qu'on allait... Le consentement vous a doublé. En revanche, qui connaît quelqu'un qui souffre d'éco-anxiété? Ben voilà, 83%. Vous avez vu? Oui, vous êtes rapide. Donc, je trouve qu'il y a un décalage. Je ne sais pas expliquer pour les romans. Je pense qu'il y a des films. Il y a eu des films, le jour d'après, par exemple. Il y a un grand succès de films et de séries, voilà. Et peut-être moins de livres. Mais je pense que si on se raccroche aux films et aux séries, on voit qu'effectivement, il y a matière à sensibiliser à travers la fiction. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour le pic des ventes du jour. Je rappelle qu'il y a une table de librairie dans le hall de la Fondation. Et puis, si vous avez des questions à poser, voilà, c'est le moment, profitez-en. Merci beaucoup, Martin Hirsch. Merci. Pour cette conversation. Merci à tous les deux pour cette discussion absolument passionnante et très divertissante également. Alors, Martin, c'est peut-être une question un petit peu naïve, mais je me demandais si vous pouvez, en réconciliant votre expérience de romancier ou les savoirs que vous avez partagés dans ce roman et votre expérience de très haut fonctionnaire, autour de mesures finalement assez simples, comme celle de la Saint-Valentin ou ces projets de paiement carbone. Également, j'imagine que des idées comme ça, il y en a des centaines qui ne sont pas totalement inacceptables. Enfin, on a bien une journée de solidarité pour financer des aides sociales. C'est tout à fait acceptable socialement. Qu'est-ce qui bloque au niveau de l'État, outre le capitalisme, peut-être le déni? Qu'est-ce qui bloque pour que des choses aussi élémentaires ne puissent pas passer? Ah, alors... Ben, quoi? Moi, j'ai vu énormément de crises sanitaires, etc. Au niveau de l'État, tant qu'on n'est pas complètement adossé avec la menace qui se précise, le déni est quand même la meilleure manière d'agir. Première chose. Deuxième chose, il y a une difficulté à prendre en compte la problématique des générations futures.
Parce que les générations futures ont un problème, c'est qu'elles ne votent pas. Il faudrait donner le droit de vote aux enfants à naître. Alors, dit cela, vous dites, vraiment, il ne va jamais lire son livre, le type est taré. Mais en réalité, on a introduit il y a 20 ans dans la Constitution française, à travers la Charte de l'environnement, quelque chose qui permet au Conseil constitutionnel, qui a commencé un petit peu timidement à le faire, à juger et à annuler des dispositions au nom de la protection des générations futures. Voilà. Et donc, il y a un sujet autour de cela, sur la capacité, effectivement, de prendre en compte le long terme face au court terme, alors que, effectivement, quand vous voulez faire quelque chose d'environnemental et qu'il y a quelqu'un qui vient vous dire, va dire aux députés, la conséquence, c'est 150 emplois dans votre circonscription, que le député va à l'Assemblée nationale et dit au gouvernement, si vous prenez cette norme-là, moi je voterai contre parce que 150 emplois de moins dans la circonscription, c'est que je ne serai pas réélu. Ça a une force infiniment supérieure au rapport du GIEC qui est sur le bureau. Et donc, je pense, et c'est ça où j'ai voulu montrer qu'on était obligé de passer par l'illégalité tant qu'on n'avait pas inscrit dans le droit des choses qui... C'est exactement comme les mécanismes de Cour pénale internationale, quoi. Ces dispositions qui sont venues obliger les États, ou qui sont censées obliger les États, comme l'inscription de la suppression de la peine de mort dans la Convention européenne des droits de l'homme, interdit à un pays comme la France, si elle en avait la volonté, de pouvoir le faire, sauf à dénoncer toute une série de choses avec des conséquences qui dépasseraient la simple question. Voilà. Donc, je ne sais pas si alors, par ailleurs, du coup, gratuitement, j'offre une idée supplémentaire. Si on ne veut pas aller jusqu'à la carte carbone, j'ai vu que ça vous avait un peu affolé, et vous vous êtes dit, mais comment je... Moi, je propose... j'ai réfléchi à une autre idée. Vous connaissez les tickets restaurants, quoi. Alors, je propose qu'on puisse choisir, quand on reçoit sa paye, soit d'avoir son salaire complet, alors je vais parler d'euros parce qu'on est en France, soit de dire qu'une partie de sa paye peut être financée en euros responsables. Alors, on aurait un peu plus, mais on ne pourrait, avec ces euros-là, n'acheter que, effectivement, des produits avec moins de carbone, du Nutri-Score A et pas du Nutri-Score E, etc. Toujours avec la même idée, il suffirait de modifier de quelques pourcents les comportements de tous, et pas de 20% les comportements d'une petite minorité agissante, pour pouvoir avoir un impact. Et ça, voilà, c'est des idées... Moi, il y a plein d'idées qui peuvent... qu'il ne faut jamais abandonner, quoi. Que j'essaye de pousser, et peut-être qu'un jour ça adviendra là-dessus. Mais effectivement, il y a un vrai sujet dans nos fonctionnements démocratiques de court terme contre le long terme, d'immédiateté contre, etc., qu'on n'arrive pas à franchir. Merci beaucoup pour cette discussion, pour ces idées. Je dois avouer que je ne vous connais pas, je n'ai pas lu votre bouquin, mais j'aurais quand même une question à vous poser. Vous parlez beaucoup de sobriété sans le dire. Et j'ai l'impression que le seul chemin que j'entends, c'est de réguler la sobriété. Ce changement qu'on devrait mettre au niveau institutionnel, au niveau sociétal, il ne pourra pas se faire sans utiliser le capitalisme. Est-ce que, dans votre bouquin, dans vos réflexions, vous avez réfléchi à ça? Dans le domaine de l'aviation, par exemple, vous devez commencer aujourd'hui à investir 450 milliards d'euros chaque année pour obtenir ou arriver aux objectifs de décarbonisation des objectifs européens. Ceci est impossible si on n'utilise pas
des mécanismes qui sont en place, comme j'ai dit, le capitalisme. Est-ce que dans la forme de révolution, vous avez réfléchi à ça aussi? Absolument. Absolument. Alors, quoi? Il y a quand même un lien très fort entre le capitalisme tel qu'on l'a forgé ces dernières décennies et le réchauffement climatique. C'est évident, quoi. Le capitalisme s'est développé à une période où on pensait que les ressources étaient infinies, et c'est un très bon système à ressources infinies. Quand les ressources sont finies, le système se grippe et devient négatif. Et alors en fait, il y a deux aspects là-dedans. C'est est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut réguler le capitalisme ou l'économie de marché? Je prends un exemple très simple, quoi. Les emballages en plastique. Moi, le premier, quoi, effectivement, je trouve ça plus facile d'acheter des trucs qui sont emballés 3 fois en plastique, etc. Tant que ce n'est pas interdit, je le prendrai. Voilà. Si c'était interdit, mais ça ne me troublerait pas, quoi. Quand les choses sont disponibles, on les prend, quoi. On a été conçu pour aller à la facilité, c'est assez logique. Puis il y a quelques moments où on va à la difficulté, mais on passe son temps à aller à la facilité. Voilà. Donc je pense qu'il y a besoin d'une régulation avec des interdictions. Quitte à ce qu'elle soit temporaire, et le jour où le plastique sera fait à partir d'algues et de je ne sais pas quoi, et qu'on pourra le libérer, très bien, pas de problème. Deuxième chose, est-ce qu'on peut orienter le capitalisme et utiliser les armes de la capacité d'investissement, etc. de ça? Je pense que oui. Mais il y a pas mal de choses à modifier. Par exemple, j'avais été très frappé. Il se trouve que j'ai passé 18 mois dans une grande entreprise privée, dans une carrière, par ailleurs, 35 ans dans le secteur public. Et j'ai découvert un truc que j'ignorais, qui était les management packages, les modes de rémunération des cadres dirigeants, et qui font que des gens, a priori très bien, vont avoir l'ensemble de leur comportement dicté par ces incentives qu'on leur donne, et alors là, qui n'ont rien à voir avec le carbone, la qualité, l'intelligence des gens, mais le montant de l'EBITDA de l'année d'après, etc., et qui les transforment en machines à faire des choses contre lesquelles elles s'élèvent elles-mêmes, quoi. C'est quand même assez extraordinaire, quoi. Si on les interroge en tant que citoyens, ils vous expliqueront qu'ils veulent faire des choses, etc. Et dans le conditionnement que leur a mis ce mode de rémunération fait qu'ils vont faire des choses complètement contraires à une partie de leurs valeurs. Voilà. Donc je pense que ces choses-là sont à modifier. Je travaillais beaucoup avec un ami qui est Emmanuel Faber, qui était le patron de Danone, qui aujourd'hui préside l'organisme international qui réfléchit aux normes environnementales dans l'économie et essaye, depuis la Chine jusqu'aux États-Unis en passant par l'Europe, d'harmoniser des normes d'investissement liées à l'environnement. Et effectivement, lui est beaucoup plus avant que moi, mais on s'aperçoit qu'effectivement, si on arrive à mettre les curseurs là où il faut, on aura moins envie de faire des oléoducs et plus de faire d'autres formes d'investissement pour du kérosène décarboné, etc. La question qui se pose, c'est en attendant, est-ce qu'il faut vraiment multiplier par 2 le trafic aérien avec le kérosène tel qu'il est fait dans les 20 prochaines années? Je pense que non. Comment? La question qui surgit, c'est pour quelle raison logique on met l'ex-patron de Danone, qui d'ailleurs est un de vos amis, à ce poste précisément? Ça fait partie d'une mécanique néolibérale, parce qu'on parle de capitalisme là maintenant, mais c'est le néolibéralisme qui fait que peut-être votre ami le patron de Danone est à ce poste.
Alors, c'est un peu plus complexe que ça, parce que la question précédente, c'est pourquoi est-ce qu'il a été viré de la présidence de Danone. Et il l'a été parce que ses actionnaires lui reprochaient d'attacher trop d'importance aux questions environnementales et sociales par rapport à l'objectif de croissance du coût de l'action. Donc, je pense que de ce point de vue-là, et parce qu'il avait beaucoup choqué dans son milieu en renonçant à retraite chapeau et stock option. Voilà. Donc, je pense qu'il est un cas un peu particulier, mais je le vois la semaine mercredi, et donc je lui demanderai s'il se trouve l'incarnation absolue du néolibéralisme. Mais mais c'est pas ce que vous avez dit, mais c'est ce que vous aviez pensé, j'ai vu. Non, mais pardon, là-dessus, si je peux prendre votre question, je pense qu'effectivement, pour éviter, c'est vous qui avez utilisé le mot naïveté et vive la naïveté, mais je pense que pour ceux qui ont vu la machine de l'intérieur, de la même manière que les hackers repentis, si vous voulez sécuriser votre système informatique, il vaut mieux prendre un hacker repenti qu'un type qui a passé la grecque d'informatique et qui est d'une honnêteté telle qu'il n'aura pas la perversité dans sa tête de savoir comment on franchit les barrières. Et je ne dis pas que c'est de la perversité, mais je pense que la connaissance des mécanismes intimes, etc., est extrêmement importante. Et alors moi, je suis un humaniste et je pense, et sartrien, je pense que personne n'est irrécupérable, pour reprendre les derniers mots des mains sales, et que ça dépend du milieu dans lequel vous êtes plongé, comme dirait Archimède. Et donc, si il n'y a rien de plus passionnant. Et d'ailleurs, eux-mêmes, la consultation des solastalgiques se compare aux alcooliques anonymes. À ceux qui disent j'ai consommé beaucoup de carbone, j'ai pris beaucoup d'avion, pardonnez-moi, etc. Et ils se confessent et ils avouent. Je ne sais pas si j'ai tiré le fil de votre question, mais en disant qu'effectivement, il faut impliquer des gens qui savent, des gens qui ont péché, si je puis dire, pour pouvoir travailler et dévier le cours des choses. Merci beaucoup, Martin Hirsch. Merci à vous. Je referme la conversation. Merci. Merci à vous.